Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous disposez afin de suivre ce message que je suis en train de passer aujourd'hui. Toujours dans la continuation des messages patriotiques pour pouvoir réconforter et exhorter la communauté congolaise, que ce soit celle de la diaspora, que ce soit celle qui se retrouve au pays. Aujourd'hui, j'ai voulu insister sur un message clé. Et ce message clé est titré « Les Congolais doivent faire un choix pour se libérer ». Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous, peuple congolais, devrions prendre une décision qui doit nous amener à un choix final. Même si nous ressentons un besoin d'agir sans savoir comment diriger notre démarche, par intuition ou se remettre au hasard, c'est-à-dire tirer à pile ou face, la vie quotidienne du peuple congolais est pleine au jour d'aujourd'hui des situations faisant appel à l'urgence de prendre des décisions stratégiques afin d'éradiquer la peur, la pauvreté, la guerre, les conflits de tout genre, notamment interethniques, les conflits fonciers qui déchirent complètement les communautés locales. Nous, en tant que Congolais, nous sommes appelés également au sens d'engagement total, c'est-à-dire que les Congolais doivent vraiment s'engager dans l'immédiat en vue d'agir à l'immédiatité aux problèmes récurrents des violences sexuelles, des viols, des tueries, des kidnappings, bref, du marasme actuel qui décime les autochtones des régions en conflit comme dans le Kivu, l'Ituri, Goma et autres afin de trouver des solutions immédiates pouvant enterrer la fin définitive des cycles de violence et conflits en cours en République démocratique du Congo. Nous, en tant que Congolais, nous sommes appelés à faire des gros efforts afin de sortir de toutes sortes de fragilités. Fragilité d'ordre démocratique, économique, sanitaire et surtout sécuritaire. J'insiste là-dessus. Fragilité d'ordre démocratique, économique, sanitaire, social et surtout sécuritaire. Nous, en tant que Congolais, nous devons sortir des illusions et des utopies, que c'est la MONUSCO ou la brigade d'intervention rapide qui va mettre fin au cycle de violence et des guerres en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Non. Non, non. Trop, c'est trop. La RDC étant et fait l'objet d'une agression armée par le Rwanda et l'Ouganda doit faire prévaloir son droit naturel de légitime défense car aucune nation au monde ne peut se laisser dominer par une autre pour des raisons économiques. Et à l'heure actuelle, je suggère et je suggérerai à tous les Congolais de prendre les mesures qui s'imposent, à savoir rompre des liens et des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce qui va entraîner la fermeture de nos frontières avec ces deux pays. Parce que ces deux pays continuent de supporter la guerre dans notre pays, surtout dans notre partie Est. Nous devons donc fermer nos frontières avec ces deux pays jusqu'à ce que les Nations Unies pourront siéger afin d'en découdre avec ces deux pays qui nous menacent à chaque fois. Car nous constatons que ces deux pays de la sous-région violent nommément et à répétition les engagements pris par le pays de la région au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération au sein de la région dans l'annexe A.
Or, nous constatons également que jusqu'à ce jour, les deux pays qui agressent la République démocratique du Congo, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, détiennent dans leur territoire et ne veulent pas faciliter l'arrestation et l'extradition des gens comme Kunda Batwari, Jules Mutebusi, Makenga et certains hauts officiers de leur armée impliqués au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément comme énoncé au point 6 dans l'annexe A, qui stipule ce qui suit. Ne pas offrir des refuges ou des protections de quelque type que ce soit aux personnes accusées des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou des crimes d'agression aux personnes relevant du régime des sanctions des Nations Unies. Nous le constatons, ces deux États ne veulent pas. Mais ce sont ces deux États qui utilisent tous ces gens ainsi que leurs éléments pour venir envahir nos territoires et foutre du désordre dans notre territoire. Ils sont actuellement en train, je ne sais pas, en train d'entraîner Makenga ainsi que les autres pour préparer encore d'autres agressions. Ces gens doivent être arrêtés et doivent répondre de leurs actes. Ils doivent être transférés au niveau de la CPI. Si au niveau de notre justice, on n'arrive pas à les juger, ils doivent être transférés au niveau de la CPI, comme le cas de Bosco Tangada. Ils doivent suivre le même chemin. Quant à la République démocratique du Congo, pays responsable au premier rang de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et du développement au sein de son territoire, nous constatons que la RDC est en train de faillir à cette lourde tâche. Car la MONUSCO ne peut pas faire tout à sa place. La MONUSCO est limitée. Toujours dans le cadre des engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région, nous constatons que le gouvernement congolais viole et continue de violer l'énoncé au point 6 de l'annexe B et se référant notamment au paragraphe 14 de la résolution 2098 dans son point A, dans son point B qui stipule promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes sous l'égide du représentant des Nations Unies. Mais dur est de constater que on s'est précipité à aller organiser des concertations nationales inutiles qui ne cadrent même pas avec cette résolution. Voyez-vous? En conclusion, le constat est amer, c'est-à-dire le décor est planté, ensemble avec tous les protagonistes sur terrain, la MONUSCO en lieu et place de servir des cadres commence à constituer une menace sérieuse contre la paix, la sécurité ainsi que la stabilisation de la RDC, surtout dans sa partie est, d'où en tout état de cause, la MONUSCO doit commencer déjà à plier bagage pour quitter le territoire congolais et laisser aux Congolais et aux Africains eux-mêmes de régler leurs problèmes. Ils ne doivent plus songer, et c'est interdit, ils ne doivent plus songer au renouvellement intempestif de leur mandat. Depuis 2003, ils sont là. Ils sont toujours en train de continuer de renouveler leur mandat. Leur mandat
va prendre fin le 31 mars 2014 prochain. Donc nous les invitons à plier bagage. Ils ne doivent plus songer à renouveler leur mandat. Parce que trop c'est trop, la RDC est capable et doit être à la hauteur au premier chef d'assurer la protection et la sécurité de sa population. Si la MONUSCO continue de justifier sa présence en République démocratique du Congo et de renouveler ses mandats intempestifs dans notre pays, cela va créer l'escalade, va créer une escalade qui pourrait entraîner la RDC à la merci de la balkanisation. En tout état de cause, les Congolais doivent veiller à ce qu'on puisse appliquer à la lettre le chapitre 7 bandeko babolingo natondi bino botondi na mokolo ya lelo ndenge bopesi ngai ngonga oyo nakoka koyambolela bino mwa mike mituna oyo nazwaki na ba email, nazwaki pe na ba message na poste concernant situation vraiment insupportable oyo ezali koleka na mboka na biso. Mutu moko akoki lisusu kosupporte te, mutu moko akoki lisusu koaccepte te ba atrocité oyo ezali koleka na mboka na biso. Nazongisi liboso matondi mingi na peuple congolais, na ba compatriotes congolais oyo ebele baza éparpillés à travers le monde na kati ya diaspora, na ba message botindaki, na ba email bokomaki, nazwaki ba message wana, mais esengelaki nga nazwa mwa ngonga moke mpona pema mpo nayeba eloko nini naya koyanola na mituna na bino. Botunaki nga mituna ebele, bolobaki nazoloba lisusu te, me nakoka koyambola, nakoka koexplike situation nini oyo ezali koleka na mboka na biso. Me na yango nakokende na lombango penza na koyebisa bino que situation ezali koleka na mboka na biso ekomi extrême, et na extrémité nango esengeli sikoyo na biso peuple congolais totelema lokola be moto moko pe toloba non, trop c'est trop. Voilà tina nazwaki mwa opportunité oyo nasalela bino message oyo mpona loba na bino que na lancé message ya état de nécessité nyonso tout oyo bino ba peuple congolais bisika nyonso bozwami esengeli na bino kosala, parce que toza lisusu na ngonga mingi te, toza lisusu na temps mingi te. Alors esengeli na bino bo faire prévaloir état de nécessité na makambo nyonso bokosala mpona tokoka kosauve mboka na biso na marasme, na kozinda oyo ezolinga kokende, parce que ba valeur morale il faut ezonga, ba valeur oyo toyebelaki ba peuple congolais il faut ezonga, notamment ba valeur ya bolingo, ba valeur ya bomoko, ba valeur ya entraide, ba valeur ya ko se supporter, ba valeur ya kotia na maboko biso nyonso po tokende liboso, po tokoka kozwa ba solution ya mboka na biso, parce que na lolenge mboka ezali kokende ezali malamu te. Me yango boko permettre ngai na message ya lelo nakoka kosangisa moke monoko ya biso na monoko oyo babengi monoko ya lopoto français. Alors yango nakosenga na bino nyonso bisika nyonso bozwami nga na lancé déjà message ya état de nécessité. Donc tokomi na état ya nécessité, sengeli na mutu
azwa ba disposition ayeba eloko ni akoki osala na coin na ye na ngambo na ye esika azwami mpona koapporter quelque chose mpona changement ya mboka na biso. Yango na koloba l'état de nécessité correspond à une situation de danger pour l'existence de l'État, pour sa survie politique ou sa survie économique. Vous le savez, pour la Commission du droit international de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, cet argument peut être invoqué et ce fait aura été l'unique moyen de sauvegarder l'intérêt essentiel de l'État à l'encontre d'un danger grave et imminent. Et vous le savez que notre État fait face à un danger imminent, à un danger grave qui est la balkanisation, qui est la menace d'agression voulue par nos voisins du Rwanda et de l'Ouganda. Et vous le savez, la sauvegarde des intérêts d'un État inclut ses obligations envers la population habitant sur son territoire. Et en droit international, c'est l'un des éléments fondamentaux de l'État qui est la population et le respect de ses droits humains fondamentaux. Tout cela se réfère directement aux ressources dont un État peut disposer ou dispose pour continuer à satisfaire les besoins de la population en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de sécurité, en matière publique, etc., etc. Vous savez, dans les relations ou dans le domaine des relations économiques financières, en tant qu'élément du droit coutumier, l'état de nécessité est un argument comme la force majeure qui peut par exemple être invoqué pour suspendre ou répudier. Dans le contexte d'état de nécessité, la population est appelée à faire des sacrifices qui doivent aller au-delà de ce qui est raisonnable. Bolandinga est bien. Balobi bien. Dans le contexte de l'état de nécessité, toute la population est appelée à faire des sacrifices qui doivent aller au-delà de ce qui est raisonnable. Boyebi commission, il y a droit international et lobby boy. On ne peut attendre d'un État qu'il ferme ses écoles et ses universités et ses tribunaux ou qu'il abandonne les services publics de telle sorte qu'il livre sa communauté au chaos ou à l'anarchie ou à l'abandon simplement pour ainsi disposer de l'argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des limites. Il y a des limites. Peuple congolais, il faut tout zonga na musala. Musala ezali tata, musala ezali mama. Il faut tout zonga na musala. Vous savez qu'il y a des limites il y a des limites à ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un État. De la même manière, on peut s'attendre na batu. Donc, à la lumière de ce que je viens de vous dire plus tôt, l'état de nécessité est celui où se trouve un État menacé dans ses intérêts fondamentaux par un péril grave et imminent, notamment d'ordre politico-social, financier ou économique. Comprenez ici
la survie de l'État en tant qu'entité politique et sociale qui serait menacée. Et pour nous, peuple congolais, l'état de nécessité, c'est de mettre fin ou un terme à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que certaines multinationales qui exploitent de manière illégale nos ressources naturelles, arbitrairement. Car vous le savez mieux que moi, que les ressources naturelles de notre pays doivent servir avant tout au bien-être de la population congolaise. L'état de nécessité, c'est la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin de poursuivre les auteurs, les co-auteurs, les responsables, ainsi que les commanditaires des crimes graves contre l'humanité. Les crimes de guerre, les crimes d'agression et les crimes d'actes de génocide. Vous savez, l'état de nécessité, c'est la réforme du secteur de sécurité de la police nationale. Sans plus attendre longtemps, l'état de nécessité, c'est la lutte contre l'impunité. C'est la lutte contre la corruption. L'état de nécessité, c'est la libération de tous les prisonniers politiques ou d'opinion au Congo. L'état de nécessité, c'est l'éradication de la discrimination sur toutes ses formes. L'état de nécessité, c'est combattre la balkanisation du pays. C'est aussi le départ de la MONUSCO, car la RDC n'a plus besoin de recourir à des forces armées interposées pour sécuriser ses frontières. L'état de nécessité, c'est chasser toutes ces troupes étrangères de notre pays qui envahissent à longueur de journée et nuisent certains de nos territoires en vue de pérenniser l'occupation. L'état de nécessité, c'est de mettre en œuvre et en application les chapitres 6, 7 et 8 de la Charte des Nations Unies. Comme vous le savez, nous sommes des peuples colonisés. Et de ce fait, pour défendre nos terres, nous devons arriver au point de mettre en application la résolution 1514 des Nations Unies, notamment ses points 6 et 7, qui disposent ce qui suit. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité d'un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Tous les États doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente déclaration sur base d'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et du respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale de tous les peuples. Voilà. Il faut tout élément. Ngonga et Belemi. Togi kovanda le sou. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour ce temps que vous disposez pour me suivre. J'ai voulu profiter de cette occasion, de cette opportunité, pour essayer un peu de revenir sur un sujet qui est très important et qui est très capital. C'est celui de la responsabilité de protéger qui incombe aux États. Aux États qui ont, comme on dit en anglais, les hot states. Donc, la responsabilité des États à protéger et à prévenir contre les crimes de tout genre. Et comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, fait face actuellement à des problèmes, à des crimes vraiment indescriptibles qui se déroulent sur son territoire. Et il était vraiment important pour moi de pouvoir rappeler à la communauté et de pouvoir toujours
profiter des opportunités comme celle-ci, de pouvoir insister beaucoup sur le rôle qu'ont les États à tous les niveaux de manière générale à répondre à ce devoir capital qui est la protection. Et comme vous le savez, la première responsabilité de protéger sa population incombe à l'État dit haute state, au premier rang, donc au premier chef, contre le crime de génocide, les crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, dit atrocités criminelles. En deuxième lieu, il incombe à la communauté internationale en tant que capita de la sécurité mondiale d'encourager et d'aider tous les États à s'acquitter de leurs responsabilités. Et enfin, en troisième lieu, la résolution de faire l'inventaire par les moyens que les chapitres 6, 7 et 8 de la Charte des Nations Unies d'assurer que les États contractants de manifester leur responsabilité d'appliquer et de mettre en œuvre ces résolutions. Donc notamment les résolutions qui découlent des chapitres 6, 7 et 8 de la Charte des Nations Unies. Et comme vous le savez, c'est en vertu du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés qu'incombe aux États de protéger leur population. L'article 1 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose qu'il incombe aux États de prévenir activement contre le crime de génocide, et cela en toutes circonstances. Mais maintenant, je veux venir aux facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque qui peuvent amener à ce que nous puissions détecter, nous puissions avoir un peu des idées de repérer quel genre de crimes qui sont en train d'être perpétrés sur son sol et sur son territoire. Comme vous le savez, le génocide étant l'intention des auteurs de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ne pouvant se commettre que dans un contexte de conflit armé ou d'occupation. Comme vous le savez, notre pays est dans un contexte de conflits armés et d'occupation, et notamment de sous-tutelle, parce que nous sommes sous tutelle de l'ONU actuellement. Tout ce que nous pouvons faire, nous ne le faisons que dans le cadre de l'accord cadre. Tout ce qui n'est pas trait à l'accord cadre, ça ne tient pas debout. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc nous faisons face à des contextes comme le conflit armé qui se déroule dans notre territoire, et le contexte d'occupation et le contexte de sous-tutelle de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous avons l'Organisation des Nations Unies qui a ses bureaux dans notre pays, et nous avions sa mission, la MONUSCO, qui a ses services dans notre pays et qui a ses bureaux dans toute l'étendue du pays. Donc le premier facteur, si nous pouvons essayer un peu d'insister, le premier facteur qui amène à ce que nous puissions avoir des conflits de ce genre, des conflits armés, des conflits fonciers, des conflits de tout genre, c'est d'abord la discrimination. Il y a la discrimination, il y a la violation des droits fondamentaux des membres d'une population ou d'un groupe donné, dû souvent à raison de leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse. Je peux donner un exemple de discrimination. Par exemple, la discrimination fondée sur les inégalités d'accès aux ressources et l'exclusion des processus de décision conduisant à un déni des droits économiques, sociaux, culturels et politiques. La discrimination peut être patente et latente. Quand est-ce qu'elle est patente? La discrimination est patente lorsqu'elle est notoire, elle est flagrante, elle est obscure, elle est secrète. Quand est-ce qu'elle est latente? Elle est latente
lorsqu'elle est sans apparente, mais elle ne peut pas à tout moment se manifester. Elle est virtuelle donc. Donc, nous avons beaucoup de genres de discrimination. Par exemple, nous de la diaspora. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la discrimination politique. Il y a la négation pour nous de participer au vote, de participer aux élections générales. Depuis les 2 élections qui se sont déroulées, en 2006 et en 2011 récemment, il y a eu la négation. Il y a eu la négation des droits politiques fondamentaux tels que la participation et la représentation et la liberté d'expression et d'opinion et d'association. Il y a l'exclusion des groupes de population au sein des organes législatifs, du secteur de sécurité et du système judiciaire. Comme nous on est en train d'en pâtir, on est exclus, nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas participer aux élections générales de notre pays. Il y a la discrimination d'ordre social, c'est-à-dire des mesures telles que le déni de citoyenneté ou du droit de professer une religion ou une croyance, l'obligation de justifier son identité et la limitation des droits fondamentaux tels que le mariage ou l'éducation, ciblant les membres d'une communauté. Nous pouvons aussi épingler la discrimination économique, par exemple, c'est-à-dire l'inégalité d'accès aux opportunités économiques, aux terres et aux autres ressources, à l'emploi, à la nourriture, au logement et aux soins médicaux. C'est ce qui constitue même la pomme de discorde entre groupes ou communautés. C'est en fait la persistance de ce genre de conditions qui provoquent des divisions dans la société ainsi que les schémas d'exclusion délibérés. Donc, la discrimination s'accompagne souvent de violations et d'autres violations des droits humains, telles que la détention arbitraire, telles que les disparitions forcées, telles que la torture, telles que le meurtre par préméditation ou les homicides volontaires. Maintenant, il y a aussi quelque chose que nous pouvons épingler. Il y a la présence des groupes armés ou des milices. Il y a la prolifération des armes, notamment des armes à petit calibre. Il y a le financement des opérations des groupes armés et l'accès à des armes prohibées. Il y a les circonstances particulières ou atténuantes pouvant faciliter la perpétration d'atrocités criminelles. Il y a l'incapacité du gouvernement central à empêcher les crimes et par l'absence de structures ou d'institutions visant à protéger la population. En outre, nous avons les régimes politiques autocratiques ou ceux qui font négation du droit à la participation effective aux affaires publiques et restreignent la liberté d'action de la société civile. Il y a la faible protection des droits de l'homme offerte par la loi, notre constitution. On parle bien des droits de l'homme, mais il y a la faible protection. La population n'est pas protégée. Le logement, on n'en bénéficie pas. Les soins médicaux, n'en parlons même pas. Il y a les défaillances du système judiciaire et des institutions nationales chargées de protéger les droits de l'homme et du secteur de la sécurité. Donc, il y a aussi l'absence ou le manque, comme pour dire carence de crédibilité des structures ou institutions nationales. Il y a le non-respect de l'état de droit, il y a l'impunité qui affaiblit la protection des droits de l'homme, il y a la commission d'actes d'atrocité criminelle qui pourraient être des éléments constitutifs de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité tels que définis notamment aux articles 6, 7 et 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Actes comme meurtre, disparition forcée, prise d'otages, la torture et autres traitements inhumains, le viol et autres formes de violence sexuelle. Comme vous voulez le voir, le viol au Congo est devenu une culture. On cultive ça à tous les niveaux. Il y a le recrutement d'enfants et autres recrutements forcés. Voilà, on recrute des enfants
pour venir, soi-disant, libérer le pays, on doit recruter des enfants. Non, ça, c'est pas de libération. Il y a les déplacements arbitraires et les déportations. Il y a l'utilisation d'armes et de munitions prohibées. Attaques contre les infrastructures civiles qui ne sont pas des cibles militaires. Ou attaques contre le personnel humanitaire. Des programmes visant à empêcher la procréation, par exemple, ainsi que le transfert forcé d'enfants peuvent constituer des éléments de génocide ou des crimes contre l'humanité. Ça, nous le voyons. Toutes nos mamans qui souffrent actuellement des viols, et après avoir perpétré ces viols-là, ces crimes-là, tous ces soldats, que ce soit qui sont issus de nos forces armées, après avoir fait cela, mais c'est inhumain. Vous faites cela et puis vous abîmez les appareils génitaux de nos femmes. C'est vraiment condamnable. La loi doit s'appliquer à ce niveau. Et tous les responsables, tous les commanditaires de ces actes odieux doivent répondre de leurs actes. Et la justice doit faire son travail. Voilà pourquoi nous plaidons pour une justice impartiale au Congo. Il y a la privation délibérée des ressources nécessaires d'un groupe à la survie physique du groupe alors qu'elles sont accessibles au reste de la population. Donc vous verrez qu'une province est privilégiée au détriment d'une autre province. Alors que la province produit beaucoup, produit beaucoup et au niveau du trésor public, mais en retour, la province ne bénéficie pas. Ne bénéficie de rien du tout pour assurer sa politique de survie. Il n'y a pas d'autonomie au Congo. Il n'y a pas d'autonomie. Il y a l'intention de détruire en tout ou en partie. Il y a les éléments déclencheurs, c'est-à-dire des changements non constitutionnels de gouvernement. Il y a des répercussions d'événements se déroulant dans un pays voisin. Ici, je veux pouvoir épingler, par exemple, tout ce qui se déroule en République centrafricaine. Cela peut encore se répercuter au niveau de l'Équateur, de la province de l'Équateur. Alors, qu'est-ce que nos autorités font pour empêcher cela? Rien du tout, parce qu'il n'y a pas de politique. Voilà pourquoi nous insistons sur la responsabilité qu'a l'État de protéger la population. Et à la course au pouvoir politique lors des élections générales, ça nous l'avons vu lors des dernières élections de 2016, de 2011. Il y a eu des incidents qui se sont déroulés lors du retour du président Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Il y a eu des émeutes, il y a eu des meurtres qui se sont déroulés ces jours-là et on n'en a pas parlé. Il y a l'absence des règles d'engagement conformes au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme. Tout ça doit interpeller la conscience du commun des mortels. Si nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités en tant qu'État afin de pallier à l'insécurité, de pallier au désordre de tout genre, nous risquons de devenir un pays là où il n'y a que le jungle, il n'y a que la forêt. On risque de nous retrouver comme si nous sommes en forêt. C'est la loi du plus fort, alors que nous devons appliquer la loi. Donc, nous devons insister là-dessus, que la responsabilité de protéger doit être considérée comme une responsabilité à la fois nationale et internationale. Ça, nous le savons que les génocides ont débuté par des discours haineux. Des discours haineux. Telle ethnie n'aime pas telle ethnie. Telle province s'élève contre une autre province. C'est par des discours haineux. Nous devons pallier à ça. Il y a des discriminations ou une marginalisation. Il ne doit pas y avoir des politiques de
deux poids et deux mesures, non. Ou des politiques de discrimination. On privilège une province au détriment des autres provinces, non. Nous devons avoir une politique commune pour toutes les provinces, pour le développement de toutes les provinces. Ce n'est pas seulement pour le développement d'une province quelconque. Et nous devons pallier à la marginalisation. Il ne faut pas marginaliser les gens. Il faut mettre les gens devant les faits accomplis. Parce que les gens doivent comprendre quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. On ne vit pas comme ça, comme dans la forêt. Donc la prise ou les prises très tôt des mesures de prévention peuvent agir contre les facteurs structurels et opérationnels portant atteinte à la capacité d'un État de prévenir les atrocités criminelles. Donc nous devons faire vraiment des gros efforts pour arriver au point de détecter au plus tôt les signes déclencheurs qui amènent à ce que nous puissions faire face à des conflits de tout genre, des conflits interethniques, des conflits armés, des conflits de tout genre. J'ose croire qu'à travers ce rappel que je viens de mettre, tous les chefs dans leur coin, tous les leaders des communautés, ici à Londres, et ceux de la diaspora, pouvons mettre en place que nous ne puissions pas vendre bandeko babolingo na tondi bino botondi na mokolo lelo ndenge bopesi ngai ngonga oyo nakoka encore une fois koya na bandako na bino mpona korapele bino mosala oyo tosalaka. Donc MP ya communauté congolaise eza mosala moko eza facilité, mais dans la mesure du possible yango moni tose sacrifiaka tozoka mwa ngonga na biso tomeka mwa moke koinforme bino tout ce que nous sommes en train de faire et toutes les campagnes où tozali kolinga ko mobiliser bino pona makambo tali mboka na biso Congo. Donc na lelo na linga kaka na betali société likolo na likambo etali constitution na biso. Donc la constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Na oyo bongo ba injonction topé ba mitindo ezolinga kopesa manandenge ya molili na tina ete ba meka ko bouger yango ba meka ko changer constitution en vigueur oyo déjà esi changeame na bala ebele na bambula e utioleka pona kaka ko sala ba manœuvre na yango na tina yango na lingaki na mobiliser opinion nationale tant nationale qu'internationale. Parce que biso toza déjà joué rôle moko ya monene na kati ya communauté internationale, toza déjà na toza na chance oyo et salami ki tozwama na kati ya bamboka oyo ezali ko gérer ba institution ya Union européenne par exemple. Na wana mboka neti na Londres toza na parlement européen, parlement anglais. Bango pe na o etali parlement na bango baza na branche moko boye ou babengaka groupe parlementaire au ya région ya Grand Lac bao basokipaka réellement et essentiellement na makambo etali Grand Lac na biso. Donc Grand Lac, qui dit Grand Lac gris dit la partie est de notre pays et ainsi que nos voisins au Boébi, notamment Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, tous ces gens là de l'est là ainsi que le Kenya. Donc yango na tina yango na lingaki na beta li société na oyo campagne oyo tozali ko mener mikolo yo oyo etangami oyo et pesami na titre non à la révision de la constitution en vigueur de la République démocratique du Congo. Beaucoup excusez ngana mélanger mon muke monokopé ya lopoto na oyo biso pona il va de soi parce que nous avons été colonisés par les Belges qui ne parlent que français. Mais singel na biso to sala effort ya ko valoriser ba minoko na biso ou etangami lingala swahili kikongo na chiluba où les 4 langues
un message mingi sera véhiculé à travers la population nabiso. Donc yango na tina wana na linga qui vraiment na bêta c'était na tout ça là vraiment effort de ya ko mobiliser toutes les forces novatrices de la République du Congo et de la diaspora congolaise en vue de la signature la pétition oyo Oezali Koloba Makambo Oezali contre révision il y a constitution en vigueur. Donc la pétition contre la révision de la constitution actuelle en République démocratique du Congo qui est en vigueur. Donc tous pour la non-révision de la constitution. Voilà, donc si vous remarquez, selon la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 et se référant à la Constitution de la République démocratique du Congo dans son article 220 qui stipule la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet et pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le mécanisme, nous le voyons bien, le mécanisme mis en place actuellement en République démocratique du Congo est tel qu'un individu ou un groupe d'individus essaie de se maintenir au pouvoir par la force et par défi. À cet effet, nous remarquons depuis certains temps dans notre pays, la République démocratique du Congo, qu'un individu ou un groupe d'individus commence déjà à faire des manœuvres afin de réviser la constitution du pays pour maintenir des états d'insécurité dans le but de confisquer le pouvoir par la force. Nous en appelons donc à tous les Congolais, à toutes les Congolaises épris de paix qui aiment encore ce pays, ainsi qu'à tous les démocrates congolais de par le monde, d'hausser leur ton et leur voix pour dire tout haut non à une énième révision de la Constitution qui ne fera qu'accentuer la crise de leadership et de gouvernance que connaît la République démocratique du Congo. Voilà maintenant près de 14 ans. D'où l'application stricte de l'article 64 de la Constitution actuelle qui stipule ce qui suit. Tout Congolais a le pouvoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel, constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Nous croyons que nous aspirons tous de faire de notre pays, la République démocratique du Congo, une bannière, une vraie bannière de la démocratie où va couler le lait et le miel et où va régner la sécurité et la justice qui feront bon ménage afin de garantir à notre peuple un lendemain meilleur. Voilà pourquoi nous vous prions énormément d'apposer votre signature à cette pétition et de bien vouloir passer ce message à votre compatriote. Donc voilà mon mouké message d'Angana Passelelo. Donc c'est sur la pétition de la non-révision de la Constitution actuelle en vigueur en République du Congo. C'est une pétition que vous trouverez sur Internet. Si vous tapez non, si vous tapez seulement non à une énième ou non à la révision intempestive de la Constitution de la République du Congo, tout est là, toutes les informations sont là. Nous avons besoin de vos signatures pour que nous puissions, le travail que nous sommes en train de faire puisse se voir et puisse être palpé par tous, parce que chez nous c'est la transparence, c'est l'honnêteté. Donc signez, je vous en prie, cette pétition et
En tout cas, faites de tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous dirigent par défi, de faire de manœuvres afin d'entreprendre encore une énième révision de la Constitution. Cette Constitution a été révisée à plusieurs reprises et pour aucune raison, seulement pour favoriser je ne sais pas qui, mais cette fois-ci, nous sommes obligés de nous lever comme un seul homme et dire non à la révision de la Constitution de la République du Congo en vigueur. Cette Constitution est entachée de beaucoup de favoritisme par rapport aux gens qui nous dirigent par défi. Alors nous allons de ce fait nous lever contre tous ces gens-là qui veulent bien essayer à chaque instant de bouger cette constitution-là. Donc, tout les mama, batata, tout